Il s'appelle Popol Mabolia Yenga. Il fait ses études primaires à Kinshasa et une partie de ses études secondaires en Belgique. Il a une maîtrise en sciences économiques obtenue à l'université d'Ottawa. Sur le plan professionnel, il entre à la GECAMINE où il a passé la majeure partie de sa carrière depuis 1986. Toujours au sein de la GECAMINE, il a eu à œuvrer à l'étranger après 6 mois passés à Kinshasa. C'est notamment à Londres et à Bruxelles. Il faut retenir que M. Popol Mabolia Yenga a été à la base du redressement de plusieurs compagnies. D'abord, au sein de la GECAMINE, aux États-Unis d'Amérique, au sein du ministère des Mines sous le ministre Kabwe Loulou depuis 2003, puis envoyé dans l'Est de la République démocratique du Congo pour essayer de redresser la situation sur les minerais de conflit. Depuis plus de 2 ans, il avait plu au président de la République de le nommer au poste de directeur général du cadastre minier, où il a apporté une grosse pierre à l'édifice, car c'est une première dans l'histoire, dans les annales du cadastre minier, qui n'avait pas de bâtiment propre comme siège social. Mais pas plus de 2 ans à la tête de cet établissement public, Popol Mabolia Yenga dote le cadastre minier d'un immeuble de plus de 6 niveaux sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, la capitale. Il s'agit de l'ancien immeuble Sabena, acheté sur fonds propres, et ce dernier, en manager patenté, a apporté des grandes réformes, notamment dans l'assainissement du fichier cadastral et aussi du point de vue technique des comptes finales. Voilà un bref condensé du cursus de notre invité de ce jour. Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Aujourd'hui, nous avons un immense honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur le directeur général du cadastre minier en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons devoir nous entretenir sur différentes questions tournant autour du cadastre minier. Vous vous êtes posé 1001 questions. Depuis qu'il est à la tête du cadastre minier, il ne s'est pas encore exprimé. Aujourd'hui, nous sommes venus à la source. Dans son cabinet de travail, nous nous entretenons sur différentes questions tournant autour du cadastre minier. Il s'appelle Popol Mabolia. Il va devoir se présenter lui-même, car il y a un adage qui dit « il ne peut être mieux servi qu'il se sert soi-même ». Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Nous avons un immense honneur de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes suivi à travers la province du Haut-Katanga. Vous êtes suivi dans la ville de Lubumbashi, vous êtes suivi dans le Sakanya à Kasumbalesa. Qui est Popol Mabolia? Qu'est-ce que vous avez été hier avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Merci pour la question. D'abord, bienvenue à Kinshasa. Merci. Puisque vous êtes venu jusqu'ici à Kinshasa pour nous interroger. Oui. Nous faisons quand même des visites déjà à Lubumbashi depuis un certain temps. Oui. Donc, pour certains, je suis Popol Mabolia, le directeur général du cadastre minier. J'ai fait mes études primaires ici à Kinshasa. Une partie de mes études secondaires, je les ai faites en Belgique. Je suis diplômé de l'université d'Ottawa en sciences économiques. J'ai une maîtrise en sciences économiques, promotion 84. Après avoir terminé mes études, j'ai été engagé en 86, si je me souviens bien, à la GECAMINE commerciale, où j'ai presque fait toute ma carrière à la GECAMINE. D'abord à Kinshasa, pour quelques 6 mois, et ensuite j'ai été envoyé à Londres. Je suis parmi les agents de la GECAMINE, les 4 spécialistes avec le marché boursier. Nous avons travaillé là-bas à apprendre comment fonctionnait le marché boursier, le London Metal Exchange, et nous avons évolué pendant au moins une dizaine d'années pour la GECAMINE. Ensuite, j'ai été envoyé aux États-Unis. La GECAMINE, à l'époque, avait une succursale là-bas qui battait de l'aile. Et le TG de l'époque, Umba Kiamitala, paix à son âme, m'a envoyé là-bas pour essayer de redresser la compagnie. J'ai redressé la compagnie qui marchait bien jusqu'à l'avènement du président Kabila, père. J'ai été ensuite muté à Bruxelles, où j'ai évolué 1 an ou 2 comme analyste, toujours au bureau GECAMINE. Et ensuite, j'ai rejoint le cabinet du ministère des Mines en 2003. J'ai évolué là-bas comme coordonnateur du processus de Kimberley. Nous avons mis en place le processus de Kimberley qui venait de démarrer. Pendant plusieurs années, on a travaillé là-dessus. Et ensuite, le ministre Kabwe Loulou, avec qui j'ai travaillé, qui m'avait gardé dans son cabinet, m'a envoyé à l'Est
parce qu'à ce moment-là, il y avait des problèmes avec le minerai de conflit, la loi Dodd-Frank, et j'ai travaillé pour le compte du ministère à essayer de redresser la situation là, minerai de conflit. Après cela, on m'a chargé de travailler avec la Banque mondiale sur le projet Promine, qui était un projet d'appuyer la bonne gouvernance dans le secteur minier. J'y ai travaillé pendant, je crois, une dizaine d'années. Et après cette période, je suis retourné au cabinet à la cellule CTCPM, cellule technique de coordination et planification minière. Et après 4 ans, on vient de me désigner par ordonnance présidentielle. Le président de la République m'a désigné il y a de cela maintenant 2 ans, je crois, si je me souviens bien, directeur général du cadastre minier. C'est un peu ça mon parcours. Une présentation magistrale. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la présentation de notre invité de ce jour. Monsieur le directeur général, quelle est la santé actuelle du cadastre minier depuis que vous êtes à la tête du cadastre minier? Bon, je crois qu'elle est excellente. Sur le plan financier, nous sommes à l'aise. Sur le plan technique, nous avons initié toute une série de réformes et je crois que le cadastre minier est sur de bonnes rails. Maintenant, mon objectif, c'est de tracer un cadastre minier 2030, 2035. Comment est-ce que ce sera? Nous allons déjà voir quels jalons il faut poser pour arriver à notre objectif en 2035. Et donc, le cadastre minier se porte bien. Il semble que le gouvernement congolais est sur la voie de conclure avec les États-Unis un accord dénommé paix contre minerai. Qu'en est-il exactement? Bon, moi je n'appellerais pas ça paix contre minerai. C'est-à-dire que c'est une tripartite. Le Rwanda, la RDC et la médiation du Qatar et des États-Unis font en sorte qu'on voit de quelle manière on peut éteindre cette guerre qui est là depuis 30 ans. Et un des problèmes qui sont, lorsqu'on regarde la source, un des problèmes, c'est l'exploitation sauvage de nos minerais, qui est une des causes de cette guerre. Et donc pour ça, quels sont les éléments qu'il fallait prendre pour éteindre ça? Vous avez d'un côté Doha et puis vous avez de l'autre côté les Américains qui s'intéressent dans cette transition énergétique à s'assurer d'avoir les minerais nécessaires. Et donc, ils ont proposé leurs beaux offices pour éteindre et de voir de quelle manière on peut faire, comme dit le président Trump, do the deal, good deal. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de travailler avec les Américains là-dessus. Il y a eu un accord qui a été signé avec notre ministre de tutelle et qui portait sur 3 aspects. Le premier aspect, c'était la digitalisation de toutes les informations qui sont basées au musée royal de Tervuren, qui devrait rentrer chez nous. Ce sont des données assez importantes en termes d'informations géologiques. Le deuxième aspect, c'est qu'ils vont aussi prendre une grande partie de certains carrés qui existent pour pouvoir faire de la recherche là-dessus. Et puis, il y a pour Manono le lithium, voir de quelle manière ils peuvent aussi développer, comme on appelle Manono Sud, la roche dure à Manono. Donc ça, ce sont le volet, s'il vous plaît, minerais, qui doivent conquérir la paix que nous souhaitons tant à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur le directeur général, est-ce qu'en République démocratique du Congo, y a-t-il encore des zones non encore exploitées? Oui, bien sûr. Vous savez, le cadastre minier est un service qui est en ligne, qui est transparent. Vous pouvez rentrer dans notre site, cami.cd, et vous verrez toutes les informations. Tous les carrés miniers sont répertoriés, et à l'intérieur, vous pouvez voir qui détient quel carré, et il y a certaines informations là-dessus. Ça, c'est en ligne. Vous pouvez l'être à Bogota, un peu partout, chez vous à Kalemi, vous voyez ça. Et donc, vous pouvez voir tout de suite. Quand vous rentrez dans cette carte-là, vous verrez que les carrés miniers sont donnés, mais qu'il y a encore beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on dit que notre connaissance géologique, notre connaissance d'information, nous n'avons que 20%. Et vous verrez que c'est encore assez inexploré. Donc, il y a de la place pour encore plus d'activités. Alors, qu'est-ce qui justifie que dans l'espace Katanga, toutes les carrières sont presque envahies par les militaires ou les hommes en armes? Une certaine opinion prétendrait que
c'est pour protéger certains intérêts des hommes forts. Bon, ça c'est politique. Je ne sais pas quelle lecture faites-vous sur cette question. Cette question ne nous concerne pas, mais je voudrais vous montrer tout simplement la situation. Voici, vous voyez ici, ça c'est la carte du Katanga. En orange, vous verrez ici, ce sont toutes les zones qui sont occupées, que détiennent, ce sont des permis qui sont détenus par la GECAMINE. Et aujourd'hui, lorsque vous demandez la GECAMINE produit combien, elle produit 0 en elle-même. Mais elle produit à peu près 320 000 tonnes en partenariat. Lorsqu'on dit qu'il y a envahissement des terrains, le problème, il est beaucoup plus qu'un envahissement. Il faut regarder quelle est la cause. La cause profonde, ce sont des jeunes gens qui ont besoin de travail. Donc, nous devons redémarrer notre économie, essayer de créer plus d'emplois pour absorber ce chômage ou faire une diversification de l'économie, comme dit le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol. Donc, ce problème qui se pose, d'abord, à la base, est un problème purement économique, démographique. Nous avons une population de jeunes qui cherchent du travail et qui font. Et donc, la situation de, quand vous voyez les armes là-bas, c'est bon, les hommes, les armées, toutes en présence, c'est vraiment un problème qui est au-delà même du cadastre minier, au-delà même du secteur minier. C'est un problème qui doit être regardé dans sa globalité. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, je rappelle encore une fois que nous recevons Monsieur le directeur général du cadastre minier en République démocratique du Congo, Monsieur Popol Mabolia. L'opinion publique voudrait connaître le sens, proprement dit, du carré minier. On parle de carré minier, c'est un petit carré ou c'est quoi le carré minier et quelle est la procédure pour obtenir ce carré minier, monsieur le directeur général? Ok. Le cadastre minier est un établissement public qui a pour base de travail le code et le règlement minier. Le code, c'est comme notre Bible. Et elle dit dans son premier chapitre les procédures qu'il faut faire pour avoir un carré minier. Donc, le plus simple que je vous répondrai, c'est de rentrer dans le site du cadastre minier. Vous aurez toutes les informations comment il faut faire. Parce que si je dois parler, c'est beaucoup à parler, mais vous avez l'instruction cadastrale, l'instruction technique, l'instruction environnementale, l'arrêté ministériel. Ce sont toutes des procédures qui sont en interne. Donc, dès le départ, avant de vouloir avoir un carré minier, vous devez déjà être plus dans le moule. Ce n'est pas, vous allez comme au marché, vous prenez un carré minier. Il faut connaître. Et un carré minier, c'est à peu près 85 hectares. Presque un hectare. C'est une unité cadastrale que nous utilisons pour pouvoir donner. Donc, quand vous prenez 5 carrés, vous faites à peu près cette distance, c'est un peu moins de 5 km sur 5. C'est ça le cadastre, l'unité cadastrale. Mais c'est toute une activité qui n'est pas à la portée de tout le monde. Pour la simple raison que si vous voulez un carré minier, vous le prenez, on vous le donne aujourd'hui. Vous êtes ici à Kinshasa, vous devez vous rendre à Kongolo. Vous avez déjà à prendre l'avion jusqu'à Lubumbashi. De Lubumbashi, vous prenez peut-être un autre avion jusqu'à Malembankulu ou quelque part là-bas. Ensuite, on vous dira qu'il faut prendre la pirogue pour traverser l'autre. Et tout ça, ça prend des moyens. Donc, c'est pas, je viens, je prends un carré minier, et puis après, vous vous retrouvez, vous savez même pas aller à Kisangani, vous savez même pas. Donc, ça prend, pour faire les activités minières, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ce que nous n'avons pas. Et c'est ça, tout le problème que nous avons, c'est la recherche de financement disponible pour pouvoir faire ce travail-là. Et ça prend des grands groupes, ça prend des grandes organisations pour le faire. Du lithium des Manono, parlons-en. Quel en est l'état des lieux? Bon, la partie ça c'est le Haut-Katanga. Okay. Non, c'est le Haut-Katanga et Tanganyika recèle lorsque beaucoup de lithium. Et nous avons eu à l'époque une grande société qui a travaillé là, c'était, je crois, Zaïre Étain, Congo Étain et tout ça. Elle possède énormément de carrés, et notamment, un des permis, c'est le 13359, là où ce qu'on appelle la roche dure. C'est ce qui est querellé aujourd'hui avec AVZ. Et donc, dans le cadre des discussions que nous avons, la cominière, la société a proposé que le Nord, elle a déjà attribué
le nord de ce permis-là à la société Zinjin, qui est en train de faire un Manon au lithium, et le sud est maintenant proposé à Cobalt. Donc ce sont deux situations qui vont permettre, ou qui permettent déjà avec Zinjin qui est sur terrain, aller là-bas pour voir la transformation qui se passe là-bas maintenant à Kalemi. Le barrage de Pienemonga a complètement été rétabli et ça produit maintenant du courant. Les routes sont en train d'être pavées et le port de Kalemi est en train d'être réfectionné complètement. Donc il y a une activité économique qui est en train de reprendre et avec maintenant la conclusion que l'on espère très heureuse avec Cobalt, ça va encore booster l'activité. Sans compter que la direction générale la délégation générale ou la direction générale du communière nous parle qu'il y a aussi d'autres sociétés qui sont autour et qui sont désireuses de participer à la reprise des activités là-bas. Donc, le Tanganyika, de ce jour, sera vraiment le centre de lithium, tel que Kolwezi est au cobalt. Alors, quelles attentes par rapport à ce pactole pour la population de ce coin? Dès le départ, c'est les emplois. On crée des emplois, on crée une activité et toute activité minière engendre toujours toute une série d'activités connexes. Tout à fait. Donc, c'est aux Congolais, c'est à nous préparer pour engranger beaucoup de ces activités. Et ça passe par l'éducation. Donc, les autorités doivent aussi déjà prévoir que lorsqu'il y aura un afflux, vous regardez un peu quels sont les programmes d'université que vous faites, qui seront adéquats avec les besoins là. Si on reste comme ça sans observer, lorsque ça va se passer, et moi j'ai été visiter Zinjin là-bas, ça va très vite. Mais est-ce qu'il y a une école de soudeurs là-bas? Est-ce qu'on a déjà des écoles de ceci, de cela? Il faut que les autorités de la place là prévoient cela. Et pour ça, ils ont quand même les moyens, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, les entités provinciales touchent déjà directement une manne dépendant du montant qu'ils ont en termes des recettes des droits miniers qui sont payés, des recettes minières, des redevances minières qui sont payées. Oui. Il y a une partie qui revient directement aux provinces. Donc, il y a des moyens de financer déjà dès le départ cette préparation, parce que quand les compagnies minières arrivent, elles trouvent déjà ce dont elles ont besoin, des infrastructures, des hôtels et tout ça. Et ça, il ne faut pas attendre qu'ils le fassent pour le faire, il faut peut-être qu'ils viennent. Et en ce moment-là, la sous-traitance est beaucoup plus facile. Tout à fait. Nous poursuivons notre émission, mesdames et messieurs, avec le directeur général Popol Maboulia. Quid de votre bilan depuis que vous êtes à la tête du cadastre minier, monsieur le directeur général? Bon, mon bilan, je crois qu'il est positif. Je laisse les autres plutôt le dire. Mais écoutez, sur le plan financier, nous sommes arrivés ici depuis plusieurs années. Nous évoluons avec à peu près, je crois, 11 ou 12 millions de dollars. Aujourd'hui, on est plus de 50 millions. Nous avons donc augmenté les recettes. En augmentant les recettes, on a le conseil d'administration qui nous avait d'abord donné le mandat d'investir dans, pas le social, dans les agents qui sont là. Être dans des situations confortables et tout ça. On vous reçoit ici dans un bureau de la GECAMINE, mais nous avons aujourd'hui acheté le bureau de Sabena, l'ancien bureau de Sabena, l'immeuble de Sabena, que je vous invite tantôt à aller faire un tour pour voir, qui est au cadastre minier, qui est en pleine réflexion. Nous irons là-bas déjà. Et donc, sur ce plan-là, c'est déjà sur le plan, disons, social, administratif. Nous avons aussi acheté d'autres bâtiments, je crois, à Lubumbashi, on est maintenant chez nous. À Kolwezi, on va bientôt être chez nous. C'est déjà une façon, quand je dis le camis jusqu'à 20-35, qu'on soit chez nous déjà. Il ne faut pas être locataire inutilement. On peut être propriétaire et faire louer au cas un jour où les recettes diminuent. On a quand même des bâtiments, on est chez nous. Kozalana le pain, où c'est toujours mieux que d'être locataire. Tout à fait. Donc ça, c'est sur le plan purement déjà administratif de mes agents. Nous avons apporté des grandes réformes sur les agents. Par exemple, les retraites aujourd'hui de mes agents sont assurées par une compagnie. Nous avons donné la traitance de cela à Rossur, donc une compagnie d'assurance spécialisée dans le domaine. Donc mes agents, quand ils vont terminer leur cycle ici, n'auront plus le problème de paiement des décomptes finaux et tout ça, parce que c'est fait avec une nouvelle ingénierie financière qui est mise en place. Okay. Sur le plan technique, nous avons apporté beaucoup de réformes. D'abord, on s'est rendu compte que quand on allait en province, notamment le président du conseil d'administration, lorsqu'il est parti en province, il y avait beaucoup de faux documents. Il y avait beaucoup de faux documents. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons travaillé avec la Banque centrale du Congo qui nous ont fait maintenant des certificats inviolables.
Et nous avons ajouté, comme vous pouvez le constater, des QR là maintenant. Partout où vous êtes, il suffit de taper sur le QR et vous aurez la formation. Donc, quand on est à Bunia, quand les gens fabriquent de faux, c'est très vite. Il suffit de prendre le code, mettre ça, et en photocopie, vous ne savez pas tricher. Donc, il faut l'original du document pour que ça puisse marcher. Et ça, c'est une qualité qui a été faite par la Banque centrale. Donc, un papier de la Banque centrale, donc c'est déjà une chose. Nous avons ensuite, donc toujours quand je suis arrivé, j'ai fait ce qu'on appelle l'assainissement du fichier cadastral. Je suis un praticien de mine depuis quelques années. On se rendait compte que dans le fichier cadastral, il y avait beaucoup de gens qui avaient des certificats qui avaient déjà expiré, d'autres qui n'étaient pas en règle, ils n'ont pas payé leurs droits superficiels. Tout ça, il fallait le mettre. Donc, c'est avec une méthode soft, comme qui dirait, c'était de mettre tout simplement des communiqués et de mettre tout le monde devant leurs problèmes. Et nous avons fait toute une série de communiqués à chaque fois. Il semble que le code minier dit ceci en ce commencement des travaux. Vous devez, au bout d'1 an, venir avec les documents pour avoir le certificat. Lorsqu'on regarde chez nous, dans notre fichier, beaucoup n'ont pas fait. Et donc, on a communiqué, je ne sais plus combien ça sortait, il y avait quelquefois 300 à 400 permis, détenteurs de permis qui étaient en porte-à-faux. C'est la même chose, les expirations. Tout ce qui avait été expiré, ça apparaissait encore dans notre fichier. Nous avons retiré tout ça et on récupère comme ça, on a récupéré, je crois, 32 000 carrés. Donc tout ça fait qu'on assainit le fichier cadastral, on le rend beaucoup plus, pas propre, mais beaucoup plus, pas flexible, mais beaucoup plus... les gens peuvent maintenant regarder avec célérité parce que nous commençons à voir la réalité des choses. Il n'y a plus des choses qui traînent inutilement là-dedans. Et les détenteurs des titres miniers sont constamment à rappeler à leurs obligations. C'est comme ça que nous faisons des cafés juridiques, cafés de presse, beaucoup d'activités qui sont là. Nous avons créé aussi, toujours sur le plan technique, nous avons créé maintenant un plan scientifique. Nous voulons être quand même plus à l'écoute de nos actions. C'est-à-dire que lorsqu'on donne un carré minier, nous entendons qu'il y a une clameur publique. Ah, on a donné le carré minier, là il y avait des artisanaux et tout ça. En tant que notaire, on pourrait se dire que ce n'est pas notre responsabilité, mais on veut savoir. On veut être prévoyant là-dessus. Donc, on a maintenant une direction scientifique qui fait des analyses de portée générale. Nous sommes dans le domaine minier après tout et nous pouvons conseiller le ministre. Nous avons cette ambition maintenant de digitaliser tout notre service et nous allons aussi utiliser des drones. Digitalisation, pourquoi? Parce que, on peut mieux repérer les zones d'exploitation artisanale, on peut mieux gérer le problème de bornage, on peut mieux gérer les déplacements parce que quand vous devez aller borner quelque chose, encore une fois, si ça se trouve en plein forêt, c'est un peu difficile de le faire. On le fait manuellement, mais maintenant avec les drones. Donc, mon ambition à 2035, ça, c'est une digitalisation complète de nos activités avec les moyens technologiques actuels qui sont assez performants par rapport à l'époque. C'est ça notre motto, notre vision des choses, comment on devrait faire le cadastre minier. Merci bien. Mais qu'est-ce qui justifie à ce que la personne était enregistrée au cadastre minier qui détenait ses titres et quelques années plus tard, oui, ce sont des cas qu'on a déjà rencontrés à Lubumbashi, la personne vient à ses partenaires, vient au cadastre minier, on lui dit que c'est déjà expiré, alors que la personne détenait ces documents, les titres. Oui, les titres ne sont pas éternels. C'est pour une durée bien précise. Lorsque vous avez un permis, c'est le premier jalon, c'est le permis de recherche. Il a 5 ans. Si en 5 ans, vous ne faites rien, vous allez vous faire attraper par la loi. Il y aura l'expiration. Déjà, nous, on va le constater parce qu'à la première année, vous devez faire revenir chez nous pour demander le certificat de commencement des travaux. Puis, nous pouvons aussi regarder si vous payez les droits superficiels ou pas. Ça, c'est un motif pour que je vous retire tout de suite le permis si vous ne payez pas les droits superficiels. Donc, vous êtes astreint à toute une série d'obligations qui sont contenues dans le Code des règlements miniers. Beaucoup de gens, souvent, ont pris par esprit de faire juste un lucre, à essayer de toucher de l'argent, plutôt que d'y aller. Et ne maîtrisent pas très bien le Code et le règlement minier. Tout est dans le Code des règlements miniers, ce que vous devez faire. Vous avez, ensuite, il faut faire des études dans un temps bien limité, et puis après ça, venir au cadastre minier pour demander. Si vous ne le faites pas, vous êtes exposé à la déchéance ou au retrait ou à l'expiration de votre permis. Je crois qu'en termes d'expiration, dernièrement, nous avons
envoyé au ministre plus de 450 cas d'expiration pour lesquels ils vont être rayés. 450 titres. Je crois que c'est ça, 450 titres qui sortis de notre système. Mais nous sommes aussi spécialement pour le Katanga ou non, on travaille pour tout toute la République. Le Katanga, il y a beaucoup d'activités, mais il y a aussi des autres régions. La région maintenant, comme vous le savez, à l'est pour le moment, on a mis ça en gel, c'est-à-dire qu'on ne fait plus aucune activité là-bas. Et donc, c'est une zone qui est, en cas de force majeure, qui est interdite pour le moment. Tout à fait. Cette question, on vient de l'éclairer sur l'obtention des titres et combien de temps vous allez faire avec les titres, sinon il y a expiration. Je crois que l'opinion publique est éclairée sur cette question. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien avec Monsieur Popol Maboulia, directeur général du cadastre minier. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer depuis que vous êtes là? Bon, écoutez, les difficultés, je ne sais pas parce que bon, moi, difficulté fait partie de ma vie quotidienne depuis, donc ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. On les surmonte toujours. C'est plutôt mes ambitions. Où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on va faire pour y aller. Ça, c'est toujours été mon motto. Tout ça, le reste, ça, c'est des problèmes. Comme je vous ai dit, moi, c'est Camille 2035, où est-ce qu'on sera. Et je pousse à réfléchir beaucoup sur d'autres moyens de faire ce que vous m'avez demandé. Par exemple, lorsqu'on parle de carrés miniers, les personnes qui prennent des carrés miniers sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais les provinces n'ont-elles pas de l'argent? Elles ont maintenant de l'argent, directement. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de venir demander des carrés miniers? Ils doivent créer une société. Pourquoi on ne crée pas une société commerciale, provinciale, minière de province? Rien ne les empêche. Ils regardent le cadastre minier, ils savent, avec les informations des jeunes gens de terrain, ils prennent toute une série de carrés miniers. Ça appartient à qui? À la société X, qui est une société de la province. Lorsque vous regardez, par exemple, le cas du Lualaba, nous avons un peu essayé de regarder. On regarde qu'en 2003, le Lualaba a engrangé plus de, à peu près, 200 millions, je crois, de dollars en termes de recettes. Mais combien est affecté à l'exploration? Aucune. Mais si maintenant ils ont des carrés miniers, la province détient 50 ou 60 carrés miniers, rien ne les empêche de prendre 10% ou 15 ou 20 millions pour faire la recherche sur ces carrés miniers. Lorsque vous faites la recherche, vous multipliez, vous augmentez déjà la valeur de ce permis. Et ça peut, cette fois-ci, plus facilement être signé la province avec des opérateurs, soit de la province ou d'autres, parce qu'ils sont chez eux. Donc, c'est ce que je dis toujours. Au lieu de se lamenter toujours les Chinois, ceci, cela, nous-mêmes, on peut aussi se regarder. Il y a moyen qu'on puisse travailler en place. La Gécamine, aujourd'hui, en elle-même, elle ne produit plus du tout de métal. Est-ce qu'elle doit rester comme ça ou elle doit demain reprendre petit à petit? Il suffit tout simplement d'avoir, j'imagine déjà tout simplement un centre de traitement et tous ces produits que la Gécamine a dans tous les carrières, ça peut déjà être centralisé. Donc il y a des technologies, il y a des techniques, il y a des opérations qu'on pourrait faire. Et c'est ce à quoi j'essaie toujours d'expliquer que on essaie de trouver d'autres moyens plutôt que toujours rester dans le domaine classique. Il faut nous faire maintenant beaucoup plus de l'ingénierie et financière et, disons, utiliser les moyens de bord. Mais ça, je tiens beaucoup à toujours rappeler que les provinces, il me semble que les provinces peuvent être en mesure. Vous avez des provinces avec des assemblées provinciales, donc peut beaucoup plus régler facilement les problèmes des artisanaux au niveau là-bas que de toujours mettre tout sur pas le cadastre, mais sur le gouvernement central ou les gens de Kinshasa, comme on dit souvent. Comment réagissez-vous à cette allégation? Les gisements de la Gécamine et du pays ont été bradés. Ça a profité beaucoup plus aux multinationales qu'au pays. Vous, en tant qu'expert et ancien agent de la Gécamine, cadre de la Gécamine. Bon, on a décroché. À un moment donné, on a choisi la facilité plutôt que de continuer la persévérance. En 2002, lorsque intervient le nouveau code minier avec le président Kabila PR, c'était parce que la Gécamine a eu, après l'éboulement
de la mine de Kamoto, un effondrement de sa production. Il n'y a pas eu une vision très claire de qu'est-ce qu'on devrait faire, pourquoi on ne pouvait pas se réorganiser. La Banque mondiale est intervenue, elle nous a demandé, elle a proposé de changer le mode conventionnel en droit commun. C'est-à-dire qu'avant, c'était des concessions que le président Mobutu donnait par-ci avec le ministère des Mines, en maintenant faire le droit commun. Et là, à ce moment-là, les investisseurs étrangers, la Banque mondiale avec les autres ont été malins parce qu'à ce moment-là, on a ouvert l'activité minière au privé. Mais nous, les Congolais, on n'était pas préparés. On venait de la guerre, on n'avait pas d'argent. Donc, ceux qui avaient le moyen, c'était les compagnies internationales. Mais on a manqué beaucoup de vigilance parce que depuis ce temps, vous avez 6 grandes compagnies de l'État. Aucune ne fonctionne. Et ça, c'est depuis presque 50 ans ou 30 ans. Bon, on ne peut pas non plus trop se plaindre alors que nous-mêmes, on n'a pas défini clairement une politique. Comment reprendre toutes ces activités-là? Parce que ça aurait été une reprise de notre souveraineté industrielle. C'est ça qui est important. On peut encore le faire, reprendre notre souveraineté industrielle. Je crois qu'il y a déjà des exemples. Le Cominière, je vois qu'ils sont en train d'essayer de le faire. Je vois que la MIBA aussi. Il y a maintenant une sorte de reconquête qui commence à revenir. Et il faut vraiment encourager cela parce que c'est un des saluts. Nous vous remercions, monsieur le directeur général, pour le temps que vous nous avez accordé, pour la disponibilité de votre temps pour cet entretien, éclairer la lanterne de l'opinion publique katangaise tout entière sur toutes les questions tournant autour du cadastre minier. Vous avez un mot, un message. Quel est le message que vous adressez à tous les miniers, à tout le monde qui vous suit en ce net moment? Écoutez, je vous invite à aller voir le bâtiment du cadastre minier que nous avons acquis sur l'avenue du 30 juin. Oui. Vous voyez, c'est un grand bâtiment qui peut être une façon de revoir le Camille de demain, la RDC. Cette souveraineté que nous sommes en train de construire, cette fierté que nous avons, maintenant, nous ne sommes plus dans un petit truc, nous sommes dans un... Cela signifie que nous voulons signaler qu'aujourd'hui, quand vous venez, la rue la plus grande, une des rues mythiques de la République démocratique du Congo, c'est le boulevard du 30 juin. Et nous y sommes. Très bien. Au rendez-vous, nous sommes là. Merci. À tout à l'heure, mesdames, messieurs, donc au prochain numéro. Nous vous remercions, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci. Très bien.